Donc, il m'a été demandé de reprendre la façon dont Miller citait là comme lecteur de Lacan à propos de la répétition, et donc je vous propose de l'aborder par un seul biais. Volontairement, je l'ai voulu un peu difficile, pas compliqué, mais quand même un peu difficile, pour que l'on entende que la psychanalyse nécessite d'y mettre du sien. C'est un truc intellectuel, la doctrine analytique, donc il faut y mettre du sien. C'est comme quand on s'initie aux mathématiques élémentaires, ça nécessite de mouiller sa chemise. Donc, l'être, l'être est l'un, sous ce titre, celui de son dernier cours prononcé, corps présent devant un auditoire, en 2010-2011, Jacques-Alain Miller déplie sa tentative la plus radicale pour penser le concept de réel dans la clinique psychanalytique. Il s'agit désormais de concevoir le symbolique et par conséquent l'imaginaire à partir du réel. Tel était l'enjeu du séminaire 23 de Lacan en 75-76, le symptôme, consacré à James Joyce. Lire l'écrivain irlandais et en tirer des conséquences implique d'aborder symbolique et imaginaire à partir de la position du schizophrène, ici isolé, puisque pour lui, le schizophrène, tout le symbolique est réel. On trouve aussi dans ce cours une attaque lancée contre l'une des positions clés de la philosophie et de la pensée rationnelle, et que l'on appelle l'ontologie. S'y substitue l'ontique. La première désigne, l'ontologie, ce qui relève de l'être, et la seconde, l'ontique, ce qui tient à l'existence. Je vous propose de faire jouer modestement cette opposition entre l'être, avec L', et l'existence. J'ai pris un biais pour essayer de faire jouer ce binôme ontologie ontique, l'être, l'existence. J'ai pris un biais qui est celui de la jouissance féminine et la position féminine dont parle Lacan dans son séminaire Encore et dans les séminaires suivants permet en effet de saisir les liens entre le réel et le symbolique. Lacan, vous vous en souvenez, au moins pour certains, distingue la jouissance de l'autre, grand A, et la jouissance du corps. Et Miller y revient dans ce cours. Premièrement, la jouissance de l'autre, grand A, s'écrit grand S de grand A barré, la barre sur le A étant déterminante. Et pour parler de la jouissance dans la névrose, la psychose et la perversion, pour reprendre les catégories freudiennes, Lacan en passe autant du structuralisme par le rapport de la jouissance au grand autre, et plus précisément par le rapport à la jouissance de l'autre grand A. Si vous suivez à peu près ce qu'on élabore ici ou là dans les séminaires, parfois de façon un peu ratée, mais parfois de façon moins ratée, vous savez déjà à peu près de ce dont on parle. Il applique donc à la jouissance et Lacan le raisonnement mené quant au désir. Le désir est le désir de l'autre, grand A, mais lorsqu'il écrit que l'autre en question, c'est le corps, et non plus l'autre comme lieu du langage et de la parole, et alors là, il y a une difficulté, c'est que l'édifice conceptuel qu'avait élaboré Lacan, ne tient plus. Une nouvelle définition donc s'impose, c'est de coupler jouissance et corps. Deuxièmement, la jouissance du corps prend toute sa valeur lorsque Lacan, dans le symptôme, son séminaire, va jusqu'à dire, je cite, la jouissance de l'autre, grand A, y a
n'a plus. Ce n'est pas la question. La jouissance du corps n'est pas prise dans une dialectique. Lacan va penser la jouissance au-delà de l'interdiction, je cite Miller, c'est-à-dire une jouissance au-delà de l'interdiction, c'est-à-dire une jouissance positivée, celle du corps qui se jouit. La différence est sensible. Là, la jouissance ne tient pas à une interdiction, elle est un événement de corps. Miller ajoute, la valeur de ce terme d'événement de corps, c'est précisément de s'opposer à l'interdiction. L'interdiction que vous trouvez avec la prohibition de l'inceste, par exemple, avec le nom du père, qui est un opérateur d'interdiction. La jouissance n'est pas articulée à la loi du désir, elle est de l'ordre du traumatisme, du choc, de la contingence, du pur hasard. La jouissance n'est pas prise dans une dialectique, elle est l'objet d'une fixation. Autrement dit, c'est parce que Lacan a pu poser un au-delà de l'interdiction et de la castration qu'il a dégagé la jouissance féminine. Cette dernière n'est plus centrée sur le pénis-neid freudien, qui est par excellence une fonction négative. Ce que Lacan entend par cette jouissance spéciale, qui est réservée à la femme, c'est la part de jouissance qui subsiste sans subir l'interdiction. La part qui n'est pas prise dans le système interdiction-récupération. C'est pour ça que cette jouissance, Lacan l'a dit, annexée au-delà, et vous le savez, relevant de l'infini. Je vais y revenir. Cette jouissance féminine va servir à Lacan pour définir la jouissance, comme il dit, en tant que telle. Il la généralise. La jouissance comme telle, c'est la jouissance non oedipienne, la jouissance en dehors de la machine de l'Oedipe. C'est la jouissance réduite à l'événement de corps. Lorsque Lacan ne pense plus dans les termes de l'interdit, promu par la loi dont le nom du père est la pièce maîtresse, il a isolé, je cite bien entendu le cours de Miller, que je reprends, que je commente très sommairement, je vous l'accorde, il a isolé une jouissance insymbolisable, indicible, qui a des affinités avec l'infini, qui n'a pas été concassée par la machine, oui, non. Miller a une formule forte pour désigner ce coup porté par Lacan contre la loi. Il dit « La jouissance féminine est un pur événement de corps qui n'est pas susceptible d'Aufhebung. Au fond, la femme fait objection à Hegel, elle se refuse à entendre raison. » Et chacun ici présent, vous êtes 44, vous entendez bien que la femme dont il est question, ce n'est pas les garçons et les filles. Une catégorie logique et non pas anatomique, c'est une position subjective et les porteurs de l'organe pénien peuvent tout à fait se placer sous le signifiant femme. Donc il faut ne pas faire de la femme évidemment un rôle ou de le réduire aux filles. Après la jouissance féminine, il faut avancer et retrouver un binôme qui est utile pour aborder le réel et pour aborder la répétition que je n'oublie pas. Ce binôme, c'est l'inconscient et le ça, deux termes de Freud, le premier issu de sa première topique et le second de sa seconde. Cette référence à la sexualité féminine, au-delà de la castration, du père et de l'Oedipe, où se déploie la norme mâle, comme disait Lacan, amène Miller à reprendre le traitement que le séminaire imprime au concept freudien de l'inconscient et du ça. Le premier, l'inconscient, relève de la topique freudienne initiale, conscient, préconscient, inconscient, et le deuxième de celle des années 1920, moi, sur moi, ça. Dans un premier temps, le ça n'est pas autre chose que l'inconscient.
les deux se confondent et le premier enseignement de Lacan est édifié sur cette confusion. Il y a même une éclipse du ça. Miller y reconnaît un choix qui s'est imposé à Lacan. Affirmer un monde sans réel permet de valoriser le pouvoir de la vérité, ce qui ne va pas sans une ontologie, soit une promotion de l'être. Ce qui chez Freud est la jungle des pulsions devient chez Lacan la clairière de cette jungle, un lieu d'être, un lieu ontologique. Ce n'est pas le lieu de la jouissance, car le statut que Lacan assigne à la jouissance est imaginaire, à ce moment de son enseignement, rien à voir avec le lieu d'être, cela concerne l'imaginaire, l'image du moi, ce qu'on appelle ailleurs l'image de soi. Du reste, et sur ce point, la démonstration de Miller est absolument rigoureuse. La traduction proposée en 1957 par Lacan de l'aphorisme freudien, qu'on traduit en français par « le moi doit déloger le ça », mais que Lacan, lui, traduisait « là où fut ça, il me faut advenir », participe, dit Miller, de cette confusion. Certes, elle rend vaine celle adaptative des post-freudiens français, le moi doit déloger le ça, mais il y a plus. En jouant du S comme désignant à la fois le ça et le sujet par homophonie S-sujet, Lacan fait du ça un lieu d'être, incluant l'inconscient signifiant. Ce lieu d'être est tout aussi bien un lieu de manque à être, un vide, la clairière brûlée au sein de la forêt, soit Grand Esbarré. Dans un second temps, si la chose digne ne parle pas, alors on a la scission nécessaire de l'inconscient et du ça. Cette distinction résulte de ce que la jouissance se décolle de l'imaginaire où elle était confinée, parce qu'elle résiste à se fondre sous la pression de la parole. Les restes symptomatiques en sont la preuve clinique. Avec le ça, un ininterprétable est à l'œuvre, alors qu'il y a pu y avoir chez Lacan une volonté de réduire tout ininterprétable à un interprétable. De même que parfois, dans le graphe du désir, il réduit la pulsion à un mathème où effectivement il lit le sujet divisé au grand D de la demande qui se formule toujours en termes signifiants. Donc la pulsion elle-même tend à être totalement interprétée, elle est la somme des demandes adressées à l'autre. Alors pour faire saisir ce renversement à son auditoire, Miller distingue trois axes. Le premier, quelle que soit la version du signifiant, métaphore ou bétonymie, mise en position de cause, il est inséparable de son effet. Le signifié, soit la signification. Comme le souligne Miller, le signifiant est conjoint à la signification. Mais lorsque Lacan disjoint signifiant et signifié, dans l'écrit littéraire et son séminaire d'un discours qui ne serait pas du semblant, que j'ai développé il y a peu ailleurs dans le cadre du séminaire de l'école de la cause freudienne à Marseille, une autre logique advient, procédant de l'opération suivante. Si le signifiant est séparé de la signification, si le SE1 est cassé dans son lien à SE2, à quoi désormais est-il conjoint? Réponse, à un autre signifiant. Miller dira que le signifiant est séparé de sa signification parce que essentiellement il est articulé à un autre signifiant, SE1, SE2. Le signifiant rhétorique se transforme en signifiant mathématique, soit
un signifiant qui ne signifie rien. C'est le moment logicien du séminaire, de Lacan jusqu'à encore, qui changera à nouveau la donne. Deuxièmement, pour Lacan, l'enjeu clinique crucial est de déterminer comment agir sur la jouissance si le symbolique échoue à la résorber entièrement. Le concept d'objet A permet de répondre à cette question clé. Autant de l'instance de la lettre, d'un texte prodigieux du Lacan rhéteur, du Lacan qui pense dans les termes du structuralisme. Le signifiant agit sur la jouissance par la métaphore et la métonymie. Et même la métaphore, il l'avait déployée dans son article « La question préliminaire » et dans ce séminaire 3, par la métaphore, le signifiant agit sur la jouissance de la mère, réduite en place de signifier, et c'est la promotion de la névrose ou de la perversion et la récusation de la psychose. Comment ne pas être fou? L'objet A vient prendre cette place de la signification. Il est à la place de l'effet de sens, note Miller. Et effectivement, on travaille souvent sur le petit a comme ce qui reste de l'opération de division signifiante que Lacan déplie dans les 50 premières pages du séminaire 10 sur l'angoisse, en des termes inégalés. L'objet A donc vient prendre cette place de l'effet de sens. Il occupe une place de médiateur, il loge à l'intersection entre le cercle de l'inconscient et celui de la jouissance, pour reprendre les diagrammes d'Euler. C'est seulement en distinguant l'inconscient qui relève du champ du langage et le ça qui inscrit la jouissance que l'on peut dégager l'événement de corps. Miller écrit « Une autonomie de la jouissance du corps est impensable, entendez le mot, est impensable quand règne la confusion de l'inconscient et du ça. » Troisièmement, pourtant, dans Encore, Lacan pointe l'échec à définir l'objet A comme réel. Le petit a, il nous ferait le prendre pour être, au nom de ceci qu'il est apparemment bien quelque chose, mais il ne résout en fin de compte que de son échec, que de ne pouvoir se soutenir dans l'abord réel. Miller insiste sur cette remarque de Lacan. Le petit a, et certains se sont cassés la tête là-dessus, le petit a est un semblant d'être. Il faut entendre que c'est ce qui semble donner son support à l'être et s'inscrit donc dans le principe de l'ontologie, de l'être et de l'essence. Cette dernière formulation amène Miller à radicalement différencier l'être, toujours avec l'apostrophe, et l'existence. Étayant ainsi l'attaque contre les fondements de la pensée idéaliste et contre une psychanalyse qui, malgré ses efforts, se maintient dans la pensée de l'être. Miller écrit « Lacan nous donne le secret de l'ontologie, l'être n'est qu'un semblant. » Le vrai réel. Miller termine son cours en montrant l'avancée radicale de Lacan. Déplions-la en 3 points. Premièrement, Lacan structuraliste avait admis que la vérité avait structure de fiction par rapport au réel. L'être est toujours présent, même si c'est sous la forme du manque à être et du désêtre. Avec le concept de symptôme, S-I-N-T-H-O-M-E, la perspective se déplace. Le réel existe à la fiction.
Au regard du réel, la fiction, toute fiction, n'importe quelle fiction, est une vérité menteuse. Pourquoi? Parce qu'il y a une jouissance qui ne se laisse pas négativer, qui n'est pas dans le registre ontologique. L'affirmation lacanienne selon laquelle l'inconscient est vérité, phrase magnifique que nous avions marquée sur nos cahiers d'écoliers dans les années 1970, orientait la pratique vers l'interprétation qui, en levant le refoulement et le court-circuit imaginaire, révèle cette vérité. Ce que vous livre, par exemple, le schéma L et sa version réduite, le schéma Z. Dès 1967, c'est ce moment-là qu'il écrit sa proposition sur l'analyse de l'école. Dès 1967, Lacan la modifie, cette thèse, en posant que l'inconscient est savoir et se noue au sujet supposé savoir que l'analyste présentifie dans le transfert. Tout à la fois, il y affirme l'inconscient est fait de signifiants que l'on voit surgir au fur et à mesure que se poursuit l'analyse, et en isolant la supposition de savoir, il promeut l'ordre de la fiction. La fin de la cure, dans ces années 67, y trouve son ressort. Il y a un évanouissement du sujet supposé savoir corrélatif du désêtre, de la même façon qu'il y a des êtres, il y a le dévoilement de l'inessentiel du sujet supposé savoir, c'est-à-dire le dévoilement de la négation de cette essence et le sens du sujet supposé savoir. Et effectivement, ce moment-là, il y a très belle phrase de Lacan, un peu retorse au niveau de la grammaire, mais une très belle phrase, qui, une fois décryptées, sont limpides pour déplier cet enjeu. Et toute cure s'y trouve amenée, et l'analyste essaie, surtout quand les analyses sont longues, très longues, il y a ce couple qui s'est formé entre l'analyste et l'analysant ou l'analysante, effectivement, c'est d'arriver à ce moment où, en quelque sorte, la supposition doit se convertir en désupposition. Et ça produit généralement un effet de désêtre chez l'analysant ou l'analysante, qui parfois, pour ne pas affronter ce désêtre, choisit soit d'éterniser son analyse, soit d'aller poursuivre chez un autre analyste pour, à la limite, rajouter de l'aide. Parfois, c'est utile d'aller poursuivre son analyse ailleurs, mais parfois, c'est un point de récuser le désêtre. Non, non, c'est pas fini, encore un peu d'être. Ne me laissez pas dans cet état. Je suis trop seul, etc. Ce qui peut résonner dans les cures. Finalement, ensuite, c'est très compliqué parce que ce sont des cures quasiment infinies. C'est pas que les personnes soient mal analysées pour autant, pas du tout, mais c'est infini. Puisqu'il y a toujours un refus de faire l'épreuve de la désupposition du savoir et donc du désêtre, qui prend parfois la forme « mais j'ai pensé que vous pensiez que ». Mais il y a toujours un élément de la vie quotidienne ou administrative qui peut venir l'illustrer. Deuxièmement, Miller fait d'un sort à une expression de Lacan, l'inconscient comme réel. Et chez nous, nous parlons de l'inconscient transférentiel, dire l'inconscient signifiant, adressé à l'autre et l'inconscient comme réel, et nous avons cette opposition
dans notre petit cartable et nous le ressortons à toute occasion. C'est pas faux du tout. Mais Miller, lui, nous dit qu'il faut attribuer à l'inconscient comme réel le statut de nouveau concept. Lacan ne dit-il pas, c'est le réel qui permet de dénouer effectivement ce dont le symptôme consiste, à savoir un nœud signifiant, nouer, dénouer, n'étant pas ici des métaphores, mais bien à prendre comme ces nœuds qui se construisent réellement à faire chaîne de la matière signifiante. Et vous reconnaissez des citations tirées d'un corps. Voilà qui semble explicite et qui n'a pourtant pas été entendu sans Porte Miller. Il dit « Je me demande comment on est passé si vite là-dessus, parce que c'est énorme l'idée qu'on puisse opérer avec le réel, que le réel puisse être un moyen de l'opération analytique. Cette même bascule se constate dans l'implication de la pulsion dans le symptôme. » Je trouve que la question est particulièrement utile et elle permet d'interroger de façon un peu rigoureuse des phrases qui, à mon avis, mais ça n'implique que moi, sont souvent répétées ici ou là comme des mantras, comme si les dires donnaient la réponse. Je crois que les dires ouvrent surtout à la question. C'est pour ça que parfois je m'emporte un peu contre des textes que je peux entendre ici ou là, qui me semblent être des récitations parfois. Et je m'emporte parce que j'ai peut-être la naïveté de penser que ceux qui récitent leurs récitations peuvent faire beaucoup mieux. Voilà donc où on en est. Comment on avance? Bien, la conséquence en est que Lacan abandonnera le concept de sujet pour le remplacer par le terme de par-l'être. P-A-R-L-E, accent circonflexe, T-R-E, mot valise qui noue à la fois parler et l'être. Autrement dit, le par-l'être, c'est le sujet esbarré comme effet du signifiant, bien sûr, plus le corps, et plus la pulsion. Si vous voulez bien faire de la pulsion l'écho dans le corps de la jouissance. Le parlet devrait, vous le savez, la formule est radicale chez Lacan dans son séminaire 23, remplacer le terme d'inconscient. Que le par-l'être inclut le corps et la pulsion est cohérent avec la notion de jouissance, jouit, J-O-U-I-S, sens, S-E-N-S, insiste Miller, il n'y a pas de sens qui aille sans jouissance. Il n'y a pas de signifiant, pas de désir qui ne soit connecté à la pulsion, et la racine de l'autre, grand A, c'est le 1. Je vous avais dit que ça serait un petit peu difficile, je l'assume, je pouvais être beaucoup plus simple, c'est-à-dire passer une demi-heure sur chaque terme, et puis voilà. Mais comme c'est la dernière intervention, je voulais vous dire que lire les textes prend du temps. Et que si on ne prend pas ce temps, eh ben, c'est pas sûr qu'on arrive tout à fait à saisir ce dont il s'agit. Enfin, on peut peut-être lire Lacan et la psychanalyse comme on grappille des friandises. Je ne sais pas, c'est pas mon monde, mais après tout, de quel droit je vous donnerai le nombre d'heures à passer chaque jour? Je ferai vieux papy et ça n'intéresserait plus personne. Mais enfin, si on veut faire autre chose que picorer, ça demande vraiment de mouiller sa chemise. Cette perspective dévalorise le signifiant, puisque le par-l'être, de parler, suppose un être au corps qu'il a, suppose un être à l'avoir essentiel, c'est-à-dire son corps.
Bref, il y a, phrase inouïe pour qui a lu le Lacan structuraliste, dans ce moment de la fin de l'enseignement, une primarité du réel. Alors que tout le Lacan structuraliste, même s'il n'a jamais été tout à fait structuraliste, Lacan qu'on a voulu inclure dans le structuralisme, affirmait bien évidemment un autre préalable et la primarité du symbolique. Une primarité du réel, et ce réel-là n'est pas rationnel, n'est plus hegelien. Naturellement, j'avais le double de notes que ce que je vous dis aujourd'hui, et quand je me suis aperçu qu'il était 9 heures du soir, j'ai amputé mon séminaire de la moitié, bien entendu, de mon intervention, mais j'avais pris un certain temps pour vous montrer le statut du réel savoir, du réel rationnel, du réel hegelien, dont Lacan nous dit encore dans L'étourdi que la logique est la science du réel. Mais si la logique est la science du réel, eh bien, c'est que le réel est rationnel. Et que donc la possibilité de la science est constituée. Autrement, il ne pourrait pas y avoir de physique, il ne pourrait pas y avoir de chimie, il ne pourrait pas y avoir de biologie, probablement il ne pourrait pas y avoir de psychanalyse. Mais là, c'est un autre réel dont il est question. En effet, ce réel est déontologisé, il est sans loi, formule que vous trouvez notamment dans le séminaire 23, que nous avons souvent répété et commenté. Mais enfin, commenter le sans loi, c'est presque une contradiction dans les termes, puisque le commentaire a sa loi. Donc, s'il est sans loi, le vrai réel implique l'absence de loi, le réel n'a pas d'ordre, comme dit Lacan dans le Saint-Homme. Troisième point que Miller déploie, Miller comme lecteur du dernier Lacan, ces formulations donc du dernier Lacan impactent la définition même du signifiant. Et ça me semble passionnant. C'est ce que j'ai essayé de faire modestement dans le cours sur la lettre, où j'essayais de voir comment, si le signifiant était défini autrement qu'il ne l'était, qu'est-ce que ça aurait comme conséquence pour la psychanalyse, avec la lettre, le littoral, le littéral, etc. La rature, la trace, la rature d'aucune trace qui soit, etc. La primarité du réel, souligne Miller, implique que c'est avec le signifiant que commencent les embrouilles du vrai, du désir, de l'interdit, de l'Oedipe, parce qu'à la racine, le signifiant vient percuter le réel, c'est-à-dire il vient percuter les corps. Le concept de l'être, L-E-D-T-R-E, vient marquer sa différence avec celui du signifiant, toujours différentiel. La parole a pu être la référence clé de Lacan pour saisir les effets dans une cure. Et je me rappelle, il y avait eu, il y a peut-être plus de 25 ans, oh oui, plus de 25 ans, peut-être 30 ans, une rencontre à Buenos Aires qui s'appelait les pouvoirs de la parole. Et c'était un terme qui nous convenait parfaitement. Les pouvoirs de la parole, c'était parler des cures. Mais la fin de l'enseignement, vous voyez qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus réutiliser cette phrase, tout au moins en la laissant telle qu'elle avec un point. Et désormais, Lacan introduit l'instance de l'écriture comme essentielle à la pratique analytique. La différence est que la parole porte le sens, tandis que l'écriture, la lettre, rejoint le non-sens. Elle rejoint le non-sens puisque la paire signifiante S1 S2 est cassée, démembrée, et que le signifiant s'inscrit dans sa matérialité comme l'être, mais dégagé de la paire signifiante. C'est pourquoi il faut radicalement distinguer le signifiant et la lettre. Le signifiant effectue le signifié, tandis que la lettre, elle, est matière. Lacan force les lois de la parole et du langage
en introduisant la lettre LE de TRE. Le symptôme y trouve sa définition et l'usage que l'analysante aura à en faire. Et là, vous avez une phrase de Lacan dans le symptôme que j'aime beaucoup. Si ma mémoire est bonne, je l'avais commenté pour ouvrir le cours théorique de la section clinique de cette année. C'est que, dit Lacan dans le symptôme, il faut être hérétique de la bonne façon. La bonne façon est celle qui, d'avoir reconnu la nature du symptôme, ne se prive pas d'en user logiquement, c'est-à-dire d'en user jusqu'à atteindre son réel, au bout de quoi il n'a plus soif. Vous voyez, ce sont des phrases, je voulais les introduire ce soir pour, en quelque sorte, les déposer comme des pierres incandescentes dans votre jardin. Puisqu'on est à Toulon, théoriquement, de déposer sur l'eau, pas très loin du rivage, des petits fanions colorés, allumés, afin que nous ayons quelques repères pour nous orienter, d'autant plus que ces phrases sont incompatibles avec la plupart des phrases précédentes que vous, récitons à propos de Lacan. Et les phrases, même si elles s'opposent, ne s'annulent pas pour autant. Le Lacan 2 n'annule pas le Lacan 1 et le tout dernier Lacan n'annule pas le Lacan 2, etc. Donc, vous voyez, je voulais vous provoquer, presque me provoquer d'abord. Je ne vous provoque jamais d'emblée. J'essaie de me provoquer moi-même d'abord et ensuite, ça a quelques effets pour ceux qui écoutent, mais je voulais me provoquer en saisissant certaines phrases et en montrant comment, si elles étaient lues à l'aune de ce qui précède dans l'enseignement de Lacan, elles n'auraient pu être que rayées au feutre rouge et où l'on aurait marqué non, la primarité est celle du symbolique, etc., etc. Non, le sujet de la séance analytique est divisé, il est subverti, etc., etc. Avec le par-lettre, vous voyez, c'est tout à fait autre chose. On ne dit pas que le par-lettre est subverti. Donc, toutes les formules que nous avions, les façons de dire, doivent être repensées, retravaillées pour avancer. Et du reste, à propos de cette dernière partie que je viens de vous lire, à propos de la définition du signifiant, à propos des pouvoirs de la parole, et maintenant avec le fait que eh bien, la lettre porte non pas le pouvoir, mais elle porte le non-sens, qu'il est possible d'intervenir avec le réel et non pas simplement intervenir à partir du symbolique pour réduire l'imaginaire et faire halte à la jouissance et faire halte au réel, etc., etc. C'est pour reprendre ces questions qui posent de nombreuses interrogations que je peux vous l'annoncer ce soir. Nous avons créé pour l'année dernière, en parallèle des enseignements que nous maintenons encore présents dans la section clinique, nous avons créé une deuxième type d'enseignement clinique qui se fera exclusivement par Zoom. Donc on peut être à Toulon, on peut être au fin fond de l'Australie, etc. Et on peut y assister. Et nous avons donné pour titre langage, parole, virgule, la parole, L apostrophe A, 2P, A, R-O-L-E, donc une façon de démantibuler la, L-E-A plus loin parole avec L apostrophe A parole, et la lettre qui est le dernier terme de cette mini-série, et nous avons ajouté pour titre quelques repères nouveaux pour penser la psychanalyse aujourd'hui. On pourra s'inscrire, il y aura 3 modules, il y aura une équipe d'enseignants très réduite, 4 probablement, et ça permettra d'ouvrir à des questions clés. Il y aura ça sera payant, ce ne sera pas gratuit comme là, évidemment, puisque c'est la section clinique, mais vous serez tenu au courant, mais
en lisant ce que je vous lis, que j'avais écrit avant dimanche, où j'ai choisi, avec des collègues, j'ai choisi ce thème, je m'aperçois que c'est une façon de prolonger la question et de faire entendre à l'intérieur de la clinique comment cette avancée de l'enseignement de Lacan, isolé par Miller, a toute son importance pour penser autrement la clinique. Avec en plus un dispositif qui limitera plus cette affaire simplement à notre territoire. J'ai jamais été localiste. Quand j'étais marxiste, j'ajoutais que j'étais évidemment internationaliste. Et bien maintenant, d'une certaine façon, je retrouve cet internationalisme autrement saisi. Donc, comment Miller conclut-il ce cours, son ultime cours public? Bon, je vais être gentil parce que j'aime beaucoup Jacques Alain, donc je vais ajouter jusqu'à aujourd'hui, point d'exclamation, et isolons 3 phrases radicales. Elles orientent une pratique nouvelle de la psychanalyse si l'on prend la peine de lire le dernier Lacan et d'en tirer des conséquences. Première phrase, des phrases de Miller. Vous allez voir leur extrême pertinence. Et elles nous aideront beaucoup pour cet enseignement clinique, pas vraiment une section clinique, mais cet enseignement clinique où nous allons nous orienter ainsi. La parole sert à communiquer et la parole avec l'apostrophe sert à jouir. Alors les phrases de Lacan, les phrases de Miller, les voici. Une pratique sans vérité, c'est une pratique sans la fiction de la vérité, sans la fiction des universaux, c'est une pratique désublimée. Deuxième phrase, l'analyse orthodoxe essaye de répondre à l'énigme sexuelle par un effet de vérité, par un que la lumière soit, par une élucidation, alors qu'il s'agit au contraire d'atteindre ce que la jouissance comporte d'opacité irréductible. Troisième phrase de Miller, quand on admet que l'autre grand A, c'est le corps, qui n'est pas ordonné au désir, mais à sa propre jouissance, qu'à ce réel Lacan a voulu lui donner la forme borroméenne, les fameux nœuds et la modalité de nouage, on peut prendre acte qu'au cœur, là où se coincent les ronds borroméens, il y a toujours à placer un prélèvement corporel. Très belle phrase de Miller, et quoique je citerai surtout Lacan, je reprendrai cette dimension de prélèvement corporel dans le cours de l'ECF à Marseille que je vais faire le 9 juillet et qui s'appelle le plus de jouir. Plus de jouir, c'est un prélèvement corporel qui s'oppose terme à terme à l'objet couleur de vide, à l'objet qui n'a de consistance que logique. Voilà les 3 phrases. Je les répète très vite. Une pratique sans vérité, c'est une pratique sans la fiction de la vérité, sans la fiction des universaux, c'est une pratique des sublimes. 2. L'analyse orthodoxe essaye de répondre à l'énigme sexuelle par un effet de vérité, par un que la lumière soit, par une élucidation, alors qu'il s'agit au contraire d'atteindre ce que la jouissance comporte d'opacité irréductible. Troisième phrase, quand on admet que l'autre grand A, c'est le corps, qui n'est pas ordonné au désir mais à sa propre jouissance, qu'à ce réel Lacan a voulu lui donner une forme borroméenne, on peut prendre acte qu'au cœur, là où se coincent les nœuds borroméens, il y a toujours à placer un prélèvement corporel. Le résultat de toute cette affaire, de ce dernier cours, est une désontologisation de la pratique analytique. Et donc, vous voyez que la répétition, ça se lie à chaque ligne, même si je ne l'ai pas isolé comme tel, c'est parce qu'il fallait des concepts préalables pour l'aborder. Vous repérez bien que la répétition n'est plus ce que l'on avait cru.
Vous allez me dire: «Mais comment?» Ben voilà, ça vous permettrait d'un peu travailler cet été après cette période d'arrêt, enfin d'arrêt pour certains, pas pour tous, mais ça permettrait d'ouvrir à une réflexion et que vous fassiez un peu la démonstration vous-même. On s'ennuie tellement vite sur les plages qu'on peut prendre un papier et un crayon et faire ces petits exercices passionnants. On ne s'empêche pas de voir passer les bateaux ou les corps déshabillés. Donc, le résultat est une désontologisation de la pratique analytique. L'hérésie lacanienne ne consiste pas, c'est très important de l'entendre, nous met en garde Miller, ne consiste pas à quitter le champ du langage, c'est d'y demeurer, mais en se réglant sur sa partie matérielle, c'est-à-dire sur la lettre, LE de TRE, au lieu de lettre, l'apostrophe, accent circonflexe, TRE. Avouez que c'est un beau sujet de ce nouvel enseignement dans la section clinique que nous mettons en place, puisque c'est ça, au fond. Ça aurait pu s'appeler la partie matérielle de la psychanalyse. Mais personne n'aurait compris l'expression, on aurait pensé que la partie matérielle, c'était le divan, le bureau, le zoom ou tout ça. Et on voulait quand même introduire des concepts un peu plus rigoureux que liés au décor et au design. Mais c'est la partie matérielle de la psychanalyse. Voilà où nous conduit Miller dans ce qui constitue, selon sa formule réutilisée depuis 10 ans, depuis qu'il a isolé le tout dernier enseignement de Lacan, le TDE, tout dernier enseignement de Lacan, et mon idée quand même, c'est que sans Miller, cet enseignement serait passé à la trappe de Lacan. Voilà donc ce que je voulais vous rappeler ce que Lacan avait dit et qui n'est pas passé à la trappe parce que Miller a permis c'est presque un paradoxe, de mettre de l'ordre dans l'affaire là où Lacan disait que justement le réel est sans ordre, les deux formules sont justes. On peut par exemple être pour la révolution mais ne pas tolérer le chahut dans une classe. C'est un peu la même logique dont on parle, l'hérésie lacanienne, pour parler comme Joyce, ou la révolution, pour parler, non pas à la manière de Marx, mais de Copernic, de la pensée lacanienne, de l'orientation lacanienne, oui, ça ne signifie pas qu'on peut faire n'importe quoi, et au contraire, ça demande beaucoup de rigueur pour l'aborder, pour en tenir compte. Voilà ce que je voulais vous amener, puisque c'était la commande qui m'avait été faite.